Alors, je me présente. Bonjour, je m'appelle Julie Lola Lantéry. Je suis éclairagiste et scénographe. Et j'ai fait l'ENSAT, en effet, et il y a 20 ans, enfin un peu plus. Et puis, j'ai embarqué Manon, qui est sortie aussi de l'ENSAT et qui est aussi éclairagiste et scénographe, qui est sortie il y a 2 ans. OK. Donc, j'ai embarqué Manon sur une création qui s'appelle L'homme est une fleur. L'homme est une fleur, c'est un spectacle musical, hommage au compositeur hongrois György Kurtág, dont on fêtera le centenaire, le centenaire de sa naissance, ce sera en 2026. Je raconte ça parce que c'est important, vous verrez plus tard pourquoi. Donc un spectacle musical pour un comédien et un quatuor. Le quatuor Bella joue live. Donc, le spectacle est composé de 4 pièces majeures de Kurtág, intercalées de 5 courtes pièces, pendant lesquelles le décor change. Les 4 pièces musicales, les 4 grandes pièces, sont travaillées comme 4 tableaux vivants, qui mettent en jeu le comédien comme un homme à 4 saisons de sa vie. C'est comme ça qu'on a travaillé avec la metteuse en scène, Ruthi Setbon. Et donc, c'est comme ça aussi que... donc, moi, sur ce spectacle, pardon, je n'ai pas précisé, j'ai fait le décor et la lumière. Donc, ce qui m'a permis d'être très libre et d'accorder mes violons toute seule. Assistée de Manon. Donc, les 4 grandes pièces musicales sont, donc, je disais, 4 étapes de la vie d'un homme, comme 4 saisons. Ça commence avec le printemps qui correspond à un rendez-vous amoureux. Le deuxième tableau, c'est donc l'été. Après le printemps, c'est l'été. L'été qui... pardon, je ne suis pas du tout experte de l'exercice de la parole au micro, ni en public, d'ailleurs. Donc, l'été évoque, met en jeu plutôt le moment crucial de la composition du musicien. Donc, il transpire, voilà, dans la chaleur de l'été et de la nuit estivale, face à sa page blanche. Le troisième tableau, donc l'automne, évoque ou plutôt met en jeu le deuil de l'être aimé. Et le dernier tableau, l'hiver, représente le crépuscule de la vie de cet homme. On a travaillé à la formulation de ces 4 saisons qui m'ont emmené à faire une proposition de traitement lumière, d'éclairage, inspiré d'œuvres de plastique, picturales, plastiques et même BD. Bon, voilà. En tout cas, c'était une façon de donner la palette. Voilà. Je suis partie d'œuvres pour proposer une palette. Et j'ai vraiment travaillé ces 4 tableaux comme des tableaux avec mes pinceaux, que sont les projecteurs. Voilà. Ça suffit, c'est bien comme ça? Oui. Est-ce que tu veux parler du dispositif avant? Ah oui, exact, bien sûr. Alors, le dispositif. Le dispositif, donc on a une boîte noire à l'italienne en perspective, un peu forcée. Les musiciens sont installés au fond, devant 3 pans de tulle noir. Et il y a au centre du plateau une toile, on va dire, elle fait 5 mètres 10 par 3,30, quelque chose comme ça, qui est suspendue par ces 4 pointes via des poulies, des fils, et elle prend donc différentes formes selon les tableaux. Donc elle va commencer, tableau 1, c'est un vélum, tableau 2, elle se positionne comme en L, elle forme un sol et un mur. Tableau 3, vous verrez les photos, elle prend une autre forme plutôt angle de pièce, et à la fin, ça devient une très grande fenêtre. Voilà.
manipulés par les musiciens pendant les changements. Tous les changements se font dans une lumière neutre. Le spectacle commence dans une lumière neutre, donc neutre, j'entends sans couleur, et ce sont vraiment les 4 tableaux qui sont traités en couleur. Cette surface, cette toile suspendue qui est blanche, et en miroir du sol, la surface de jeu du comédien. C'était très important aussi, quand même, je vous raconte, c'était très important pour nous dans la construction de ce spectacle d'envisager un projet qui s'inscrit dans une conscience écologique. Donc on a décidé que ce spectacle tournerait en valise. Donc c'était une contrainte très importante pour la Céno, évidemment. Donc au final, on voyage avec 2, certes très grosses valises, mais ce sont 2 valises. L'une dans laquelle on range la toile, les drisses et tout système de machinerie, et l'autre valise dans laquelle il y a tous les accessoires et les costumes. Très important aussi de vous dire que le comédien est habillé à différents... Il y a une évolution du costume durant les 4 tableaux, mais on a travaillé avec la costumière sur toujours des teintes très claires, et aussi, il est maquillé. Voilà. Donc, tout ça pour dire que nos surfaces, les surfaces d'accueil de la couleur sont peau, toile, mais toujours dans une... On part plutôt de blanc. Voilà. Ce qui permet, comme une peinture, ce qui permet de vraiment pouvoir jouer de la couleur. Et donc, chaque tableau a une palette de départ. Donc voilà, le premier tableau, le printemps, est inspiré du travail de Dan Flavin et particulièrement de cette œuvre-là. C'était la référence donnée à la metteuse en scène. Le deuxième tableau, l'été, donc c'est Underwasser. 7 toiles, mais il y en avait d'autres aussi. Ici, donc, l'automne, c'est un roman graphique qui s'appelle Peasley, qui était la référence de couleur. Et la dernière, on n'a pas l'image, et je crois que je m'en souviens plus. C'est pas grave. C'est pour vous donner un peu le principe, quoi, l'écriture. Voilà. Qu'est-ce que je n'ai pas dit jusque-là ? Ah voilà, très important, donc on en était au mode de production. Donc la production de ce spectacle est portée par le Quatuor Bella. Le Quatuor, donc, qui est un Quatuor qui a une vingtaine d'années d'expérience, donc qui a un réseau, mais surtout musique classique, musique contemporaine, et donc aussi habitué de festivals, où il n'y a pas forcément de conditions techniques d'accueil, ou même c'est ça, pas de conditions techniques d'accueil, pas forcément des lieux, ça leur arrive de jouer évidemment dehors, mais aussi dans des églises, enfin bon bref, dans différents endroits. Or, le projet, c'est de montrer le même spectacle, en tout cas de retrouver l'identité de la création, et donc la toile suspendue, c'est quand même assez léger à installer, on peut trouver des solutions simples, mais dans la lumière, il s'agissait aussi d'envisager une adaptation possible, simple, donc un minimum de projecteurs, mais aussi un minimum de jus, de watts à délivrer. Donc, choix de la LED. On y vient. Donc, sur le plan, on voit il y a 2 sources au grill qui sont des cycliodes LED et une au lointain au pied des tuiles. Et sur les côtés, il y a un beam de chaque côté à des hauteurs différentes. Donc, on a 5 sources, comme 5 pinceaux qui vont travailler indépendamment les uns des autres,
je veux dire, avec des couleurs indépendantes, et évoluer pendant chaque pièce, qui comprennent chaque pièce entre, je vais dire, entre 25 et 35 mémoires. D'accord ? Le sujet, c'est comment donc on crée le spectacle. Ensuite, c'est Manon qui va tourner le spectacle. Et on crée en 23, et on sait que le spectacle va tourner beaucoup en 2026, parce que le centenaire de naissance de Courtag. Ok, donc en 23, mémoriser les couleurs de 5 projecteurs qui jouent en même temps dans une succession de 30 mémoires, et ça, fois 4 tableaux. Comment fait-on ? Comment allons-nous réussir à reproduire, déjà à archiver, pour reproduire dans possiblement 3 ans, les couleurs composées, et qui sont, pour le coup, j'insiste, mais vraiment choisies, déterminées, pensées. C'est pas... alors oui, le spectacle vivant, bien sûr, on sait s'adapter, on sait rebondir, mais pour moi, il est hyper important que la composition des images soit respectée et fidèle à chaque représentation. On saura s'adapter à des formats de salles différentes, on saura s'adapter à une quantité de matériel disponible, on saura s'adapter potentiellement à des projecteurs différents, de différentes marques, de différents modèles, enfin évidemment, donc de différentes optiques, pourquoi pas. Mais en revanche, le résultat des tableaux qu'on a composés au départ, je souhaite, j'expecte que ce soit les mêmes dans 3 ans. Donc voilà, c'est le sujet de notre questionnement. Du coup, je vais enchaîner. C'est vrai que pendant la création, on a décidé d'utiliser le potentiel de la couleur LED au maximum, c'est-à-dire de ne pas se réduire à classifier les couleurs par numéro de gélatine. On s'est dit, on a eu envie de faire les couleurs qu'on voulait vraiment au fur et à mesure, quitte à ce que ça change de couleur à chaque mémoire. Donc on s'est retrouvé avec beaucoup de couleurs très différentes et l'équivalent de 120 couleurs à refaire à chaque fois. Et donc la question s'est posée déjà de comment garder une trace de toutes ces couleurs, comment archiver un travail de couleurs qui est quand même assez subtil. Il y a des teintes qui se ressemblent mais qui sont en fait un petit peu différentes. Donc sur cette question de l'archivage, on est passé par la photo, en fait, comme on ferait des photos de réglage pour des projecteurs. On prend la photo d'une découpe. Mais alors, comment on prend en photo une couleur ? Parce qu'entre le moment où on prend la photo et le moment où, après, on va la mettre sur un ordinateur et la regarder sur un écran d'ordinateur, ça ne va pas être la même chose que sur l'appareil photo. Et puis après, si on imprime ces couleurs, l'impression, c'est pas non plus la même chose. Et puis sous quelle lumière on va regarder notre feuille. Enfin, en fait, il y a tellement de facteurs qui changent la perception de ce qu'on voit par rapport à ce qu'on a pris en photo au moment de garder une trace. Même les écrans, même selon l'ordinateur, selon je sais pas quoi, l'iPad et autres téléphones, parce qu'on s'est dit aussi ça serait simple un fichier sur téléphone. Je veux dire le paramétrage, la colorimétrie, l'étalonnage des écrans ne sont pas les mêmes. Donc comment on s'y prend pour avoir des couleurs fidèles, sachant que j'ai confiance en l'œil de Manon, mais dans 3 ans. Est-ce quelle mémoire on aura ? Enfin, voilà, on a traité tous ces sujets déjà aujourd'hui, mais nous, on les a vécus dans cette création. Et puis, il y avait aussi quand même, on s'est demandé si, vous l'avez dit, vous l'avez proposé, Ludwig notamment, oui, on pourrait tourner avec les projecteurs. Alors nous, on a décidé de tourner le spectacle en valise, donc on ne va pas tourner avec les projecteurs, et puis ça ne correspond pas non plus à l'économie de la production, c'est pas du tout envisageable. Et puis, on s'est aussi demandé si on devait se limiter au RGB.
On a commencé déjà par envisager cette solution, c'est vrai, avant de prendre des photos et d'archiver vraiment méthodiquement. On s'est dit peut-être juste en reprenant les valeurs RGB de chaque couleur et à chaque fois avec d'autres projecteurs en rentrant ces mêmes valeurs, est-ce qu'on retrouve les mêmes couleurs ? Et en fait, non. Enfin, parfois, ça s'en approche un petit peu, mais quand même, la plupart du temps, ça a plutôt rien à voir. Donc, c'est vrai que c'est une solution qu'on a assez vite évacuée, en fait. Ça fonctionnait pas. On s'est vite résolu à essayer de garder une trace et à reproduire vraiment toutes ces couleurs à chaque fois. Donc, alors, comme le décor, c'est cette toile blanche, on s'est dit, ouais, super, ok, voilà, on a notre référence de blanc. Donc, on a affalé la toile blanche, on l'a mise au sol, et puis on a défilé mémoire par mémoire. On a posé l'appareil photo, et on a saisi, on a enregistré une photo par projecteur envoyée à full. Mais on cherchait, on ne savait pas tout, on n'avait pas encore assisté à cette journée de colloque. Donc à full, sur la toile blanche, pour avoir la référence de couleur. Évidemment, on se rendra compte plus tard qu'il y a des couleurs qu'on n'arrive pas à retrouver, parce qu'en fait, le projecteur dans la mémoire n'est pas à full, et donc ça change la perception de la couleur. Donc vas-y, reprends, pardon. On a pris les photos sur la toile blanche. On a pris les photos sur la toile blanche et moi j'ai décidé assez vite de toujours regarder les photos sur le même appareil, sur un iPad. Et c'était aussi mettre les photos sur l'iPad, puis après présenter les photos de l'iPad à ce que je voyais au plateau et devoir quand même faire un travail de retouche photo de couleur sur ce que je voyais sur l'iPad par rapport à ce qu'il y avait au plateau, parce que en fait, malgré tout, il y a eu quand même je ne sais pas où elle se situe exactement, une différence de couleur dans l'import des photos quelque part. Mais une fois ce travail fait, j'avais des couleurs à peu près fidèles. Et après, s'est posé la question du référencement. Est-ce que je conserve 120 photos de couleurs dans un tableur Excel et après, ça me prend des plombes pour retrouver la photo de la mémoire ? Donc, j'ai créé un document qui essaye de synthétiser tout ça et je vous le montre. Donc, sur un exemple de mémoire où on a mémoire par mémoire, donc on a l'état lumineux global et des pastilles de couleurs qui correspondent à chaque projecteur pour chaque mémoire, ce qui permettait en fait de faire des palettes par mémoire et à chaque fois de mettre chaque projecteur dans la bonne couleur. En plus, avec l'iPad, c'est assez simple de zoomer sur une couleur pour l'avoir vraiment en plein écran. Et voilà, donc après, sur les mémoires suivantes, ça changeait à chaque fois. Et parfois, il y avait aussi des endroits où il n'y a carrément pas de couleur, où c'est noir. Ça voulait dire que soit le projecteur ne jouait pas, soit que la couleur ne changeait pas. Et dans ces cas-là, je n'avais pas besoin de refaire la palette. C'était enregistré dans la conduite que c'était la même palette qu'avant. Donc, pour réduire au maximum le nombre de palettes à faire, parce qu'il y en avait beaucoup. Voilà un exemple sur un autre tableau. On n'a pas les couleurs sur l'écran, c'est gênant. C'est pas grave. Ah, c'est pas... Bon. Mais voilà, mais en tout cas, cette méthode, c'est le principe. Cette méthode de travail a plutôt bien fonctionné parce que ça a réduit énormément le temps d'adaptation en tournée, où j'arrivais à peu près à tout refaire en 1h30. Mais c'est quand même fastidieux et juste faire ce travail de présentation, ça prend vachement de temps en fait. Et puis surtout, c'est un temps qui n'est pas encore considéré. Voilà. Et ça, c'est quand même important qu'on bouge un peu là-dessus parce que on se dit c'est super, on va passer moins de temps à régler puisqu'il y a parce que les projecteurs bougent tout seuls, c'est formidable. Mais en fait, enregistrer des palettes de position, toutes les palettes, ça prend un temps très important. Et quand on est sur la couleur, ça prend, donc ça nous demande évidemment de miser la toile, et de revisiter toutes nos mémoires, projecteur par projecteur, pour vérifier que ça correspond. Et ce temps, pour l'instant, on n'a pas encore, on le prend pas en compte. Donc il faut vraiment qu'on l'appréhende différemment, le temps d'adaptation des spectacles avec la LED, quoi. C'est un... Même pour les équipes des lieux d'accueil, en fait, qui voient pas trop ce temps-là. Moi, je me retrouve souvent à faire ça sur les pauses midi. Parce que
les personnes qui nous accueillent ne sont pas à la console derrière nous à faire les couleurs. Enfin, c'est un temps qu'ils ne prennent pas en compte dans leur planning à eux. Donc ils ont l'impression que c'est terminé, alors qu'en fait, nous, il nous reste encore beaucoup de travail à faire. Ce n'est pas vraiment pris en compte ce temps-là encore pour l'instant. Enfin, c'est un problème. Alors la proposition, enfin les discussions qu'on a eues aujourd'hui, et notamment, je pense que la présentation faite par Nicolas, moi, m'a convaincue. Je me suis dit, ah mais bien sûr, la prochaine fois, on travaillera donc en HSI. C'est une évidence. À la différence quand même que selon les consoles, et selon donc ce qu'on disait aussi ce matin, les appareils, il y a une telle diversité de projecteurs dans les théâtres, de projecteurs LED, de génération aussi, hein, que le temps qu'on prend déjà à découvrir le matériel quand on arrive, dont on a sur la fiche technique quand même appréhendé le choix et discuté avec le régisseur d'accueil, oui, ça correspondrait. Bon, pareil, là, c'est assez simple. Hein. C'est pour ça qu'on a aussi choisi cet exemple pour vous raconter tout ça. C'est qu'il y a 5 projecteurs LED, c'est quand même pas grand-chose. Mais c'était déjà pour 5 projecteurs une aventure complexe. Et ça va l'être encore. Mais donc voilà, les rampes, enfin pas les rampes. Les cycliodes LED, ça c'est un vrai sujet parce que ça varie tellement les optiques et les ouvertures des cycliodes que parfois on se retrouve avec des projecteurs qui ouvrent énormément et d'autres qui ouvrent beaucoup moins, à mettre beaucoup de black wrap pour réduire le faisceau, et en fait après on n'a plus de flux. Donc on est obligé de doubler les appareils, enfin, des problématiques comme ça qui prennent aussi beaucoup de temps et qui changent aussi la perception de la couleur parce qu'on n'a pas les mêmes intensités lumineuses aussi qui apparaissent, qui sont dans notre conduite et qui apparaissent au plateau. Et comme on l'a vu ce matin, la luminosité, ça change la perception de la couleur aussi. Voilà, donc on avait envie de vous partager cette expérience et nous sommes friandes d'expériences que vous pourriez nous rapporter, qui nous permettraient d'enrichir nos pratiques. Ce serait chouette qu'on échange là-dessus pour comprendre comment on s'en sort mieux. Et puis ce serait formidable qu'il y ait une espèce d'uniformisation aussi, évidemment. On va y venir peut-être. Merci. Merci.